En effet, je suis assez d'accord avec l'idée qu'il nous faut arriver à rétablir un lien de confiance entre les forces de sécurité, dont, comme vous le dites, nous avons absolument besoin dans notre démocratie, et la population, en tout cas une partie de la population, qui, à tort ou à raison, pense qu'elle n'est pas traitée exactement comme il le faudrait. J'avais interrogé M. le préfet de police lors de son audition la semaine dernière, et il m'avait dit non, non, il n'y a pas de malaise. Bon, il n'y a pas de problème. Sauf que dans le rapport qui a été fait par le Sénat sur ce sujet, le Sénat en 2018 a bien noté qu'il y avait des états d'âme vraiment malaise chez les forces de sécurité, qui se manifestent notamment par un taux de suicide élevé, et dans les motivations qui sont relevées dans ce rapport, il y a le fait qu'ils se sentent incompris, qu'il y a cette espèce de divorce avec la population. Et déjà, le Sénat signalait que cette situation était niée par la hiérarchie, qui ne prenait pas en compte les témoignages des hommes du rang. Donc je pense qu'un travail comme celui qu'on fait pour essayer d'interroger ce malaise et d'arriver à proposer des préconisations de solutions est dans l'intérêt de la démocratie en général, mais je pense que dans l'intérêt de la population évidemment, mais même dans l'intérêt des forces de sécurité elles-mêmes, parce que je pense qu'elles apprécient d'être, elles souffrent d'être mal appréciées par la population. Ceci étant, je voudrais vous demander si est-ce que vous avez déjà fait un bilan des dernières lois ou décrets qui ont été pris pour renforcer et garantir le maintien de l'ordre public dans la manifestation? Avec ce qui s'est passé avec les attentats, nous avons eu une série de lois sur la sécurité qui ont essayé un petit peu de coincer ou de rendre plus difficile la situation des délinquants ou des personnes qui manifestent. Et par conséquent, est-ce que ces nouvelles lois ont été efficaces? Par ailleurs, dans le rapport d'Amnesty, vous avez énuméré un certain nombre d'infractions retenues contre les manifestants. Et est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi certaines infractions retenues vous semblent problématiques? Maître Tubiana a effectivement parlé du harcèlement contre les observateurs de la LDH, mais vous, est-ce que vous avez d'autres exemples? Alors, par ailleurs, toujours dans le rapport d'Amnesty, vous considérez que le délit de participation à un groupement en vue de la préparation de violence est une formulation vague qui permet évidemment surtout de mettre de côté ou de placer en garde à vue des manifestants. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire comment on pourrait modifier la rédaction de ces articles pour éviter des abus? Enfin, sur cette première série de questions, vous constatez que le délit d'attroupement, et c'est regretté par les syndicats de police, n'est plus retenu par les parquets parce qu'il serait assimilé à un délit politique. Est-ce que c'est exact? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir modifier cette situation? Et enfin, il y a un certain nombre de restrictions au droit de manifester qui sont intervenues pendant l'état d'urgence sanitaire. Et je crois que là encore, nous avons à nous poser des questions là-dessus au terme des textes internationaux, puisque, alors évidemment, nous avons tous le visage dissimulé, donc c'est un peu particulier. Voilà, pour l'instant.